Nietzsche était résolument antisocialiste. Sur ce point, je m'en écarte. Mais ces concepts demeurent mobilisables. Si la force est puissance créatrice, alors la véritable question politique devient celle des conditions sociales qui permettent l'expansion de cette puissance. L'anarchisme, entendu comme réduction maximale des structures de domination et de concentration du pouvoir, peut alors être interprété non comme la victoire des faibles sur les forts, mais comme la tentative de disséminer les conditions de la création et de l'affirmation. Il ne s'agit pas de niveler les individus, mais de multiplier les potentialités d'auto-affirmation. Marx explique les mécanismes, Nietzsche évalue les types d'humains à l'intérieur de ces mécanismes. Le communisme, entendu comme mise en commun des moyens de production, peut être interprété comme la tentative de restituer aux travailleurs la responsabilité de la création de richesses, plutôt que de la confier à une élite autoproclamée. Il ne s'agit pas de faire de Nietzsche un anarchiste qu'il n'a jamais été. Il s'agit d'assumer une lecture contemporaine. La distinction entre fort et faible traverse toutes les classes sociales. Il existe des individus affirmatifs parmi les dominés comme parmi les dominants. Il existe des individus réactifs et dépendants dans toutes les positions sociales. Certes, l'histoire nous a montré que, tout comme le nationalisme, un socialisme étatisé mène à un asservissement total de l'individu. Ainsi, invoquer Nietzsche pour sanctuariser les classes dominantes est un contresens, mais le rejeter au nom du socialisme l'est tout autant. Ces analyses du ressentiment et de la puissance ne prescrivent aucun ordre économique déterminé. Elles fournissent une grille d'évaluation des types d'humains, grille qui peut servir aussi bien à critiquer la morale égalitaire qu'à interroger la légitimité des élites établies. On peut donc effectivement attribuer la volonté de destituer la bourgeoisie à du ressentiment, de l'envie ou de la jalousie, lorsque cela vise des individus. Je ne partage pas cette rancœur et cette haine du bourgeois. Les bourgeois sont, comme tous les individus, déterminés à persévérer dans leur être. Leur instinct de conservation est donc une nécessité. Casser les structures économiques de la domination, sans en vouloir aux individus, voilà ce qui pourrait conduire à l'émancipation sans produire de drame. Car si la haine du dominant est une faiblesse, la haine du dominé l'est tout autant. Celui qui dit aux travailleurs « ceci est à moi, car c'est moi qui ai investi dans la machine de production », vole la puissance du travailleur. Non un vol métaphysique, mais un rapport de force issu de la lutte des classes. Lutte des classes en faveur des capitalistes, que les travailleurs ont tout intérêt à briser. Car celui qui apporte la machine ne peut pas plus se passer de celui qui l'utilise que l'inverse. La législation capitaliste aura beau faire passer cette hiérarchie comme naturelle, il n'en est rien. Les ordres économiques peuvent se faire et se défaire. L'histoire nous l'a déjà montré à de nombreuses reprises. N'oubliez pas que l'esclavagisme et le servage ont déjà été abolis, dépassés. Il en sera de même pour le salariat. Ainsi, le capitalisme n'est pas un événement ponctuel déconnecté de l'histoire humaine. Il en est un moment, un progrès par rapport aux anciens ordres qu'il faudra lui aussi dépasser. Car tout ordre économique qui ne se dépasse pas finit par s'effondrer. Lorsque le monde ne progresse pas, il régresse. Toute pensée conservatrice est sur une ligne de crête. Or, le capitalisme, de par sa structure interne exigeant une croissance économique infinie, ne peut se conjuguer à la crise écologique contemporaine et aux limites planétaires physiques. Là où Nietzsche met l'accent sur la singularité créatrice, je fais l'hypothèse qu'une organisation sociale peut amplifier collectivement cette puissance. La vraie force, la vraie puissance, ne réside pas dans la richesse, le pouvoir ou la domination et l'asservissement de l'autre. La vraie puissance apparaît à chaque fois que l'on crée, avec nos mains et avec notre esprit, des objets, des concepts. À chaque fois que l'on fabrique une table, une chaise, que l'on répare ou que l'on fait fonctionner une machine, que l'on soigne un malade ou qu'au creux d'une brique ou d'un texte, on y laisse un peu de son âme. Il ne s'agit pas, à travers le socialisme, de défendre un égalitarisme aveugle, mais de garantir l'équité, que le travail, la puissance, ne soient plus accaparés par des mécanismes institutionnels sacralisant la propriété privée. Je parle ici de propriété privée lucrative, qui rapporte de l'argent, par opposition à la propriété privée usuelle, qui bien souvent, certes, coûte de l'argent, mais garantit l'autonomie et la responsabilité des individus.